Mesdames et messieurs, chers amis, la tâche qu'on m'a donnée ce soir, c'est pas très simple. On m'a dit que je dois encadrer le débat aujourd'hui sur le futur de l'Europe et sur l'état présent de l'Europe. Donc, je vais essayer de me débrouiller de façon plus ou moins acceptable en posant des questions, pas en donnant des réponses. Parce que je crois que le débat entre nous doit être la réponse collective que la fin de cet exercice, on doit essayer de donner. Et pour démarrer notre réflexion commune sur la condition présente de l'Europe, je propose de réfléchir sur deux points de vue du début des années 2000. Il s'agit de deux livres. La rêve européenne de Jeremy Rifkin, 2004, et Pourquoi l'Europe dominera le XXIe siècle de Marc Leonard. Pour Rifkin, le rêve américain, forgé depuis plus de 2 siècles et jusqu'ici mondialement dominant, s'effondrerait désormais au profit du rêve européen. Pour Rifkin, c'était la vieille Europe qui portait en elle l'espérance du monde. Le rêve européen serait fondé sur le respect de la qualité de la vie, l'environnement durable, la paix, et prendre appui sur la responsabilité collective et la conscience globale, en créant un cadre historique nouveau, prometteur pour toute l'humanité. De son côté, Marc Leonard écrivait que l'Union européenne aurait un pouvoir de transformation sur les pays qui ont le désir d'être admis dans l'Union, et donc que l'Europe changerait en profondeur l'idée d'empire dans la direction d'un projet politique commun. L'apparente faiblesse de l'Europe cacherait sa véritable force, à savoir la capacité discrète de changer de l'intérieur la vie quotidienne de centaines de millions de personnes dans l'espace européen, comme une révolution silencieuse qui transformera le monde, disait Marc Leonard. Le plus grand acquis de l'Union européenne a été le modèle d'organisation régionale étroite, de partage de la souveraineté qu'elle pourrait diffuser dans le monde entier. Et donc, la méthode d'intégration allait s'imposer à l'échelle du monde de façon que le XXIe siècle sera bien le nouveau siècle européen. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il serait bien difficile de trouver des auteurs qui auraient le courage de parler de l'Union européenne et de l'Europe en général, comme l'ont fait Rifkin et Leonard. On trouve bien au contraire des ouvrages comme celui de David Engels, qui parle du déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine. Ils établissent des analogies important de la question de la citoyenneté et des flux migratoires jusqu'à celle des frontières externes. En tout cas, il s'agit d'un changement spectaculaire de la narration autour de l'Union européenne et de l'Europe dans l'espace de plus ou moins 10 ans, qui, comme l'écrivait un auteur suédoise récemment, fait descendre l'Europe down to earth, sur la Terre, plutôt qu'elle ne reste projetée dans le monde des rêves. Comme écrit François Nordman, au début du millénaire, l'Europe apparaissait comme un continent libre, pacifié, prospère, sûr et stable, comme rarement dans son histoire. Son ambition était d'entourer l'Europe d'un cercle d'amis. Aujourd'hui, la situation s'est détériorée sur tous les fronts. Le cercle d'amis s'est transformé en un cercle de feu. Une double menace pèse sur l'Europe à l'est et au nord, avec une Russie révisionniste et autoritaire qui cherche à diviser l'Europe et à exploiter ses faiblesses, au sud avec la montée du terrorisme, de l'instabilité et de la répression d'un large espace
allant du nord de l'Afrique au Moyen-Orient. Presque 60 ans après le traité de Rome, 1957, face à ces défis se manifestent dans notre continent des tendances vers la désintégration plutôt que vers une intégration plus étroite. Un nouveau localisme, un nationalisme 2.0, un communautarisme qui fait du refus de l'inclusion et de l'indisponibilité à partager des piliers d'action politique. Et donc aujourd'hui, l'Europe est un continent confronté aux multicrises. En premier lieu, la crise financière de la dette publique, commencée dans la zone de la monnaie commune depuis 2008 et qui a produit des politiques dites d'austérité qui ont affecté les éléments fondamentaux de la construction européenne, en particulier le modèle de l'économie sociale de marché. Économie sociale de marché. Donc c'est le social qui a été oublié. L'Europe court le risque de substituer au programme explicite de la Révolution française, liberté, égalité et surtout fraternité, très partiellement réalisé, le programme implicite de la mondialisation américaine, globalité, marché, monnaie, beaucoup plus répandu au niveau mondial. Deuxièmement, la crise démographique, qui, avec l'exception de certains pays comme la France, caractérise désormais la plupart des pays de l'Union. Il y a encore une crise de sécurité, avec la montée du terrorisme faussement islamique, qui a mis en question les différents modèles d'intégration adoptés en Europe, tant le modèle du multiculturalisme des pays du Nord que le modèle assimilationniste adopté par exemple en France. Enfin, la crise migratoire, qui est beaucoup plus qu'une question sectorielle ou bien une question humanitaire, mais qui représente, à mon avis, la question existentielle européenne par excellence, toutefois dans un sens radicalement différent de celui qu'implique la conception d'une Europe forteresse, comme je vais l'expliquer dans un moment. On parle aussi d'une crise de légitimité de l'Union européenne, dans le sens politique d'une déconnexion croissante entre les institutions européennes, mais c'est un phénomène qui se manifeste aussi au dehors de l'Union européenne en tant que telle, et dans des pays européens avec une forte tradition de participation démocratique comme la Suisse. Ce n'est pas par hasard que dans l'Union européenne, presque toutes les consultations référendaires au niveau national sur les questions qui impliquent l'appartenance même à l'Union enregistrent des résultats négatifs. Deux exemples opposés de ces processus de démission de l'Europe sont devant nos yeux. D'une part, la question de ce qu'on appelait le Grexit, à savoir les retards inexcusables qui ont marqué la crise de la dette en Grèce et qui ont grandement sapé les fondements de la solidarité entre les États membres, au point de considérer sérieusement l'hypothèse d'une sortie de la Grèce de l'euro. Le projet de monnaie unique aurait dû être un nouveau pas vers l'union politique, un nouveau composant de l'identité, dont justement la solidarité et le partage de la souveraineté pour atteindre des objectifs communs devaient représenter des piliers fondamentaux. L'autre exemple concerne le Brexit, à savoir la possibilité que la Grande-Bretagne choisisse de quitter l'Union européenne délibérément et pas par un choix référendaire. Encore une fois, la question de la solidarité est essentielle, parce que la sortie de l'Union ne ressemble pas au fait de quitter un club, mais est l'équivalent, beaucoup plus radicalement, d'abandonner le partenaire avec lequel on ne partage plus la même motivation d'être ensemble en rejetant le pacte fondateur.
Sur le plan de la structure politique européenne, même le modèle institutionnel de l'intégration est remis en cause. Le grand intellectuel suisse et de Neuchâtel, on m'a dit de préciser, Denis de Rougemont, cultivait une conception en même temps idéalisée et pragmatique du fédéralisme qui garde son actualité. Pour lui, au-delà de toutes les mesures économiques et politiques, on a besoin d'un fédéralisme qui soit capable d'unir et non pas unifier. Une perspective qu'on ne peut pas réduire à des géométries variables, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans l'Union européenne, à des coopérations renforcées, à l'idée d'une Europe à la carte. En même temps, je ne crois pas que la solution pour l'Europe soit le retour aux nations, au nationalisme. D'ailleurs, aujourd'hui, le danger politique, c'est plutôt la balkanisation de l'Europe, comme le disait déjà de Rougemont. Pour arrêter la partition de l'Europe dans des petites patries fermées sur elles-mêmes, la solution n'est pas même une helvétisation de l'Europe. Bien que le fédéralisme suisse représente une alternative possible entre unitarisme, un système d'unification intégrale, et séparatisme, la défense farouche des autonomies. Nous avons besoin de cultiver une vision responsable d'un avenir d'intégration créative, dans lequel les identités ne sont pas annulées, mais elles grandissent ensemble, deviennent plus riches et travaillent ensemble pour un monde plus juste et équitable. Si le fédéralisme reste notre point de repère, il faut ajouter qu'il s'agit d'un fédéralisme de communautés cosmopolitiques, pas d'un fédéralisme d'enclaves séparées et protégées. On essaye d'expliquer la crise européenne d'une façon plus exhaustive en incluant, par exemple, la dimension plus vaste de l'identité européenne en tant que telle. L'évocation ici est celle d'une conception de l'Europe de nature essentialiste plus qu'existentielle. C'est le discours des racines de l'Europe. Racines chrétiennes ou bien mixtes et plurielles. Personnellement, je crois que la référence aux racines n'est pas suffisante à relancer le sens d'une appartenance et d'une entreprise commune. Par exemple, plus que partager des racines chrétiennes, on aurait besoin aujourd'hui de produire ensemble des fruits chrétiens. Si on regarde l'Europe aujourd'hui, on a du mal à distinguer des fruits chrétiens. Il y a en particulier une faiblesse structurelle de la dimension européenne dans le domaine des politiques migratoires, avec la recherche d'un consensus électoral à tout prix et la renonciation à expliquer aux citoyens, à juste titre préoccupés par la complexité d'un monde en mutation rapide, la nécessité de gérer les défis au lieu d'être submergés par la peur. À cet égard, il faut rappeler encore que pour de Rougemont, en Europe, l'écuménisme est le pendant religieux du fédéralisme. La notion d'écuménisme pour de Rougemont est plus large que le concept technique parce qu'elle inclut le dialogue entre toutes les sensibilités religieuses. Il faudrait s'interroger sur les implications de l'acceptation de l'altérité dans le contexte de l'islam européen et de son inclusion dans le projet politique européen. La question des réfugiés révèle l'incohérence d'une Europe qui se veut post-nationale et transnationale, et en même temps construit des murs et des barrières. Tout cela est paradoxal. La nouvelle Europe, née grâce à la démolition du mur de Berlin, est tentée de s'enfermer dans de nouvelles clôtures, de cultiver l'illusion d'être en mesure d'arrêter l'histoire qui frappe encore une fois à sa porte. Nous devons comprendre que la migration n'est pas un secteur de la politique,
Elle est plutôt un prisme qui révèle un ensemble de questions stratégiques, structurelles, multivectorielles. Dans le phénomène migratoire convergent des questions très différentes, telles que les conflits internationaux, l'ordre ou le désordre mondial, la violence sectaire, la qualité de la gouvernance et l'autoritarisme, la sécurité alimentaire, les changements climatiques, le changement de la structure du pouvoir au niveau international, la démographie, la reconfiguration et le sens de la citoyenneté, l'inégalité économique croissante, même au sein des États, des modes de vie, la communication globale. La migration, c'est l'histoire qui marche. Avec les migrants et les réfugiés se montrent les problèmes non résolus, les crises, les contradictions, les omissions et les responsabilités de la politique internationale. Dans ces cas, la règle d'or qui nous invite à faire aux autres ce que nous voudrions que les autres fassent à nous-mêmes a non seulement une valeur éthique, mais prend une dimension politique, car elle implique rediscuter la nature et le caractère de la communauté politique. Par exemple, une question qui se pose dans de tels cas est la suivante. Si les valeurs, les principes et les droits liés à la personne humaine ont une valeur universelle, comment pouvons-nous penser à les limiter aux citoyens d'un pays ou même seulement aux citoyens européens? Il est nécessaire de dépasser le paradigme d'une sécurité entendue comme retranchement et fermeture qui alimente un faux sentiment de sécurité et d'être plutôt dans le cadre plus large de la sécurité humaine, à savoir une sécurité qui, avant de mettre au centre les États souverains, considère en priorité les personnes et leur destin, la préservation de la vie, la perspective d'espoir. En conclusion, là-dessous, il n'y a pas de formule préconstituée. Le défi ne consiste pas dans une nouvelle architecture institutionnelle pour l'Europe. Il s'agit plutôt d'une question de choix politique. La politique entendue comme direction stratégique, bien sûr, mais aussi la politique des petites décisions quotidiennes. L'éthique du fédéralisme proposée par de Rougemont repose sur une série de vertus. Et les vertus sont la tolérance, le courage, l'amour de la complexité, le respect du réel. La tolérance, maintenant, nous savons, c'est un point de départ, pas un point d'arrivée. Et elle n'est pas suffisante pour construire une communauté solidaire. Le courage dont on a besoin, c'est le courage du choix politique qui ne sont pas nécessairement populaires. L'amour de la complexité, parce que rien n'est simple aujourd'hui. Il n'y a pas de détour rapide. Le respect réel, c'est-à-dire la priorité de la vie concrète des personnes et des communautés. La tâche de repenser l'Europe dans toutes ses dimensions comme intégration créative nécessite l'action de la pensée des jeunes, qui sont souvent en mesure de regarder plus loin. Ils savent très bien distinguer entre l'utopie et l'imagination politique. On a besoin d'imagination politique. Ils comprennent très bien la différence entre une convergence d'intérêts changeants et un engagement vers la fraternité des peuples, comme une grande perspective de la politique européenne et mondiale. Merci de votre attention.